Donc, merci à vous et bienvenue aux étudiants qui nous ont rejoints. Donc, on va essayer de décortiquer aujourd'hui cette question du franc CFA. J'ai choisi un titre alternatif qui est franc CFA, la menace fantôme, en référence à cette saga de la guerre des étoiles, dont un des opus portait ce titre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune référence à une quelconque guerre des étoiles. En revanche, le franc CFA fait l'objet d'une saga lui-même et d'une saga où la fiction n'est pas absente. En effet, la plupart du temps, les mots qu'on entend, les phrases, les attaques qu'on entend sur le franc CFA peuvent tenir de la fiction quand la réalité, elle, est masquée et dissimulée derrière ces paroles-là. J'aimerais donc aujourd'hui un petit peu vous présenter, mettre en lumière finalement les enjeux de ce franc CFA et pourquoi il fait l'objet aussi de tant d'attaques. Le premier problème qui se pose finalement, c'est que depuis la décolonisation, le franc CFA fait l'objet d'une discorde entre la France et l'Afrique, entre la France et ses anciennes colonies africaines. Alors cette discorde a continué depuis 60 ans et ces derniers temps, depuis 10 ans, on voit une inflation d'ailleurs de titres de livres qui sont, on en parlera un peu plus tard, qui sont contre le franc CFA. Il y a par exemple L'arme de la France-Afrique, il y a le franc CFA, ce livre de Kako Nobukpo qui est pour lui un instrument de sous-développement. Il appelle son livre est sur la servitude volontaire que le franc CFA induirait. Donc, depuis la décolonisation, le franc CFA est une pomme de discorde entre la France et l'Afrique. Or, vous l'aurez noté, la zone franc existe toujours 60 ans après le début de la coopération franco-africaine. Et, vous le voyez, la majorité des pays qui étaient les récipiendaires de cette monnaie à la veille de la décolonisation, eh bien, sont toujours aujourd'hui dans la zone franc. On peut donc se poser la question de la validité des attaques qu'on entend souvent sur le franc CFA. D'ailleurs, vous l'avez entendu dès le début de cette conférence, une réforme est prévue en Afrique de l'Ouest pour remplacer le franc CFA par l'ECO. Or, cette réforme ne va pas briser, rompre la coopération monétaire franco-africaine. Et il se trouve que cette réforme ne concerne que la moitié des pays qui bénéficient aujourd'hui du franc CFA. On voit donc que la question est problématique et que les menaces, ou en tout cas les dangers que cette monnaie représente pour les pays africains ne sont pas aussi évidents. Peut-être que dans un premier temps, on va passer au premier slide, donc pour vous présenter un petit peu cette zone franc. Voilà, vous allez la voir sous les yeux dans quelques secondes. Qu'est-ce que c'est finalement d'abord que cette zone franc aujourd'hui? La zone franc, c'est un tiers des pays d'Afrique subsaharienne. Vous avez donc deux régions qui sont concernées par cette monnaie, qui ont une monnaie commune qui est le franc CFA, et un pays, les Comores, qui bénéficie non pas du franc CFA, mais d'une garantie française sur sa monnaie. Et donc, sa monnaie jouit des mêmes caractéristiques que le franc CFA. Vous voyez en Afrique de l'Ouest un groupement de pays qui se réunit sous le nom de l'UEMOA, donc l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ces pays donc, ont la monnaie commune, le franc CFA. Celle-ci est convertible en euros, tout comme l'est le franc CFA d'Afrique centrale des pays de la CEMAC, qui est aussi convertible en euros. Et il se trouve que ces monnaies, en revanche, le franc CFA de l'UMOA et le franc CFA de la CEMAC, ne sont pas convertibles entre eux. On verra, on en parlera plus tard. Donc, vous avez ce mécanisme de la zone franc. Pour en parler brièvement, afin que vous soyez pleinement dans le sujet, voici comment il fonctionne. Aujourd'hui, donc, ce franc CFA, monnaie commune de l'UMOA, monnaie commune de la CEMAC et monnaie garantie par la France aux Comores, ce franc CFA est convertible en euros, sa parité est fixe avec l'euro. La France est prêteur en dernier ressort des économies membres du franc CFA. Et il se trouve que cette protection garantit aussi le franc CFA contre les attaques spéculatives. En contrepartie, il y a dans les instances monétaires africaines la présence de fonctionnaires français. Ceux-ci ont
un droit de vote minoritaire en Afrique centrale et juste un droit de regard en Afrique de l'Ouest. En contrepartie aussi de cette protection, les pays de la zone franc sont tenus de placer une partie de leurs réserves en devises auprès de la Banque de France. On reviendra sur ce sujet, c'est le sujet du compte d'opération. Et les transferts de capitaux sont libres entre les pays de la zone franc, la France et la zone euro. Puisqu'aujourd'hui, eh bien, c'est certes la France qui garantit le franc CFA, mais le franc CFA est lié à l'euro et non plus au franc. Donc, vous avez, avec ceci en tête, pour bien vous représenter les pays qui relèvent de la zone franc et les liens fonctionnels avec la France, on va revenir un instant sur le procès, avec cette seconde slide, s'il vous plaît. On va revenir un instant sur le procès du franc CFA. Merci. Donc, cette monnaie, on a parlé brièvement de son fonctionnement. Cette monnaie n'est pas qu'un instrument, finalement, des échanges. Elle est aussi un symbole d'une souveraineté, finalement, qui serait, pour certains, volée aux pays africains par la France. Vous avez en face de vous une photographie d'un activiste qui s'appelle M. Kémy Séba, qui, ici, en 2017, sur la place des Martyrs à Cotonou, capitale du Bénin, avait brûlé des francs CFA, ici un billet, devant la foule, pour marquer son opposition à ce qu'il appelait le néocolonialisme, le néo-impérialisme de la France en Afrique. C'est un élément que l'on va retrouver beaucoup parmi, finalement, ceux qui dénoncent le franc CFA. Alors, vous avez en face de vous M. Kémy Séba, mais il y a d'autres personnages plus connus et plus, je dirais, respectables dans la sphère médiatique française, africaine, qui sont contre le franc CFA. Vous avez aujourd'hui, d'ailleurs, un camp des personnages qui sont anti-franc CFA qui est assez hétéroclite. Le front anti-franc CFA comprend des personnages qui sont anticapitalistes, anti-libéraux, comme par exemple M. Kémy Séba, mais aussi des économistes comme Nicolas Agbohou, qui a préconisé une sortie du franc CFA pour finalement rompre avec la mondialisation. Mais de l'autre côté, vous avez parmi les acteurs de la lutte anti-franc CFA, vous avez des économistes qui sont aussi pour la mondialisation et qui, eux, veulent rompre avec le franc CFA pour développer la compétitivité des économies africaines dans la mondialisation. Parmi ceux-ci, vous avez notamment l'économiste Kako Nwukpo, qui a fait sortir du franc CFA. Le franc CFA est un instrument de servitude volontaire, disait-il à ce sujet. Ce front anti-franc CFA, qui est donc hétéroclite, avec des économistes qui peuvent être contradictoires entre eux, il est aussi inspiré de combats politiques qui datent finalement du début des indépendances, de l'aube des indépendances africaines, de combats qui sont aujourd'hui finalement presque mythiques pour beaucoup d'Africains. Vous aviez à la veille des indépendances un président, le président Sékou Touré de Guinée-Conakry, qui en 1958 avait marqué sa rupture avec le système français en refusant d'adhérer à la communauté française et avait pris son indépendance en 1958 et refusé finalement le franc CFA notamment. Vous avez donc ce personnage qui est une figure mythologique des pères fondateurs africains qui sont considérés aussi comme des révolutionnaires finalement. Vous avez aussi Modibo Keïta, qui était le président du Mali, qui en 1962 a quitté avec pertes et fracas le franc CFA. Et donc la question du franc CFA est une question qui a trait à la symbolique de la souveraineté africaine. Et lorsque de nos jours, nous avons non seulement des économistes, mais aussi des hommes politiques qui vont critiquer cette monnaie, voire vouloir en sortir, comme récemment on a entendu Laurent Gbagbo, par exemple, qui dans son dernier livre attaquait frontalement le franc CFA, eh bien, ils font appel à une iconographie, à un imaginaire qui, pour les Africains, sont des panafricanistes de la méthode révolutionnaire africaine. Bien,
La première, on va passer au prochain slide, c'est ce front anti-franc CFA. Alors, voilà, on voit un exemplaire, par exemple, de Fanny Pigeot, une journaliste de Mediapart et un économiste africain, Ndongo Sambasila. On peut passer encore à la slide suivante. Voilà, c'est un exemple d'ouvrage qui dénonçait. Voilà une caricature que l'on peut trouver facilement, qui était la caricature d'un humoriste qui est ivoirien, et donc qui montre que pour lui et pour d'autres, le franc CFA, vous le voyez, crée finalement une permanence, un lien permanent finalement entre la France et les pays de la zone franc. Et il y a cette idée que malgré l'indépendance formelle qui a été obtenue en 1960, eh bien, le franc CFA fait le lien avec la période coloniale, et finalement, le franc CFA serait peut-être un trait d'union colonial. On peut repasser encore à la slide suivante. Vous voyez à quel point, finalement, voilà, encore, par exemple, cet article de El País, qui a été retransmis dans le Courrier international, où on voit un billet de 10 000 francs CFA qui est aussi finalement un moyen d'emprisonner un Africain ici. Mais on peut encore passer, merci, à la slide suivante. Non, excusez-moi, on va repasser, on va laisser la slide d'après, excusez-moi. Donc, vous avez toute cette iconographie qui est très présente, et elle s'appuie sur un certain nombre de mythologies. On va les voir tout de suite. La première d'entre elles, c'est que le franc CFA serait une monnaie qui serait trop forte, qui serait une monnaie qui empêcherait finalement le développement des économies africaines et qui serait un frein finalement pour celle-ci. On a notamment un économiste français qui s'appelle Jacques Sapir, qui a tenu ces propos-là. Nous avons aussi Kakon Bokpo, dont je vous en ai parlé, avec Sortir l'Afrique de la servitude monétaire. Il dit notamment, je vais vous le citer tout de suite, les économies de l'UEMOA, d'Afrique de l'Ouest, souffrent d'un problème de compétitivité de prix à l'export du fait de l'arrimage du franc CFA à l'euro, monnaie forte s'il en est. Or, une monnaie forte agit comme une taxe sur les exportations et une subvention sur les importations, rendant difficile l'obtention de l'équilibre de la balance commerciale. Donc, vous avez cet avis-là qui donc prétend que le franc CFA serait une entrave au développement économique. Jacques Sapir reprend notamment cette idée-là. La deuxième idée qu'on retrouve sur le franc CFA et qui se retransmet dans les attaques qui sont portées à cette monnaie, c'est que le franc CFA serait finalement un instrument de domination néocoloniale. On peut le voir notamment à travers les écrits de Laurent Gbagbo, par exemple. Il écrit dans son livre « Libre pour la vérité et la justice », qui est donc son autobiographie faite après être sorti du pouvoir en Côte d'Ivoire. Il écrit dans ce livre « La France défend ce qu'elle considère comme des acquis historiques », en parlant du franc CFA. Sans cela, elle serait comme l'Espagne ou l'Italie, limitée à ses strictes frontières, économiquement dépendante de ses propres ressources. Sans le franc CFA, m'a confié l'ancien directeur d'une banque centrale africaine, la France serait un nain économique en Europe. Il dit un peu plus loin que le franc CFA est la clé de voûte de ce qu'il appelle la France-Afrique, c'est-à-dire un système de domination néocoloniale. Cette idée, elle se retrouve finalement aussi dans l'ouvrage dont je vous ai parlé de Fanny Pigeot, dont vous avez vu la couverture tout à l'heure, où on voit écrit « Le maintien des relations franco-africaines privilégiées, et donc du franc CFA, permet à la France de défendre son rang dans le jeu effréné de la concurrence entre les grandes nations. » Vous avez donc ici entendu ce qu'on pourrait appeler deux refrains, deux mythes, selon lesquels finalement le franc CFA serait à la fois un poids pour les économies de la zone franc et de l'autre côté un instrument de domination néocoloniale. Or, on en a parlé un peu plus tôt, pourquoi, si tel était le cas, pourquoi est-ce que la plupart des pays qui étaient dans la zone franc à ses débuts, y sont restés? Et pourquoi même eh bien, il y a eu plus de pays qui sont rentrés dans le franc CFA que de pays qui en sont sortis. On a cité tout à l'heure la Guinée.
qui est sorti du franc CFA en 58 et qui n'est jamais revenu. Mais le Mali, dont je vous ai parlé, est sorti en 62 pour revenir finalement dans le franc CFA 22 ans plus tard, après avoir eu une monnaie inconvertible et une inflation qui avait grimpé. On a aussi des pays dont je ne vous ai pas parlé, la Mauritanie, Madagascar, qui sont partis du franc CFA et qui n'y sont pas revenus. Mais de l'autre côté, vous avez des pays qui ont intégré la zone franc, plus que des pays qui en sont partis finalement. Vous avez la Guinée-Bissau qui a intégré la zone franc en 1997. Donc, est-elle venue pour avoir une monnaie lourde? Est-elle venue parce qu'elle était forcée d'intégrer un système néocolonial? On a aussi la Guinée équatoriale, qui est rentrée dans le franc CFA en 1985. On peut se poser les mêmes questions. Et il y a aussi d'ailleurs, c'est pour ça que la question se pose encore plus, des pays qui ne sont pas dans la zone franc, mais qui ont fait le choix d'adhérer à un système analogue. Vous avez le Cap-Vert et en 1998 et Sao Tomé et Principe, une île d'Afrique de l'Ouest, qui ont choisi d'adhérer à ce système en liant leur monnaie à des conventions de coopération nouées avec l'Espagne. Et donc, ces deux pays, qui étaient auparavant dans la zone Escudo, dans la zone coloniale espagnole, eh bien, sont aujourd'hui liés à l'euro à travers une garantie espagnole. On va passer au prochain slide. Et donc, on va voir que finalement, si ces critiques sont tout aussi permanentes, eh bien, le franc CFA a beaucoup évolué, en fait, depuis les années 60. En effet, alors vous voyez ici, le franc CFA a d'abord été un instrument colonial. Il a été inauguré en 1939, la zone franc a été forgée en 1939, au moment où finalement l'empire colonial français était d'une certaine manière à son apogée, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Cette zone franc, il n'y avait pas que les pays africains, il y avait aussi notamment l'Indochine, il y avait l'Algérie qui en faisait partie, et cette zone franc était le lieu protégé du commerce de la métropole française. Or, à partir des années 60, eh bien, la zone franc s'est détachée du marché intérieur français, et puis la France a noué, comme vous le savez, avec le traité de Rome de 1957, eh bien, la France est engagée dans une construction d'un marché commun qui n'était plus le marché impérial, mais donc le marché européen. Et ce que l'on peut voir, c'est que finalement, en 60 ans, la part de la France dans la zone franc a été divisée par 5, tandis que la part des pays de la zone franc dans le commerce extérieur français a été divisée par 30. Donc, d'une certaine manière, il y a eu un divorce économique, alors que la zone franc était intégrée dans l'économie française jusque finalement aux années 60. Elle est aujourd'hui, et depuis des dizaines d'années, elle est totalement déliée de l'économie française. Et les économies de la zone franc, dans le même temps, se sont mondialisées. Vous avez en face de vous un camembert qui indique la répartition globale du commerce extérieur des pays de la zone franc. On le voit aujourd'hui. L'Europe, c'est-à-dire la zone euro, plus les pays de l'Union européenne qui ne sont pas dans la zone euro, représentent à peu près 40% des échanges de la zone franc. Les pays d'Asie, avec notamment la Chine, l'Inde, les pays d'Asie du Sud-Est, eh bien, correspondent à environ 30% des échanges de la zone franc. L'Afrique, le reste de l'Afrique, eh bien, c'est 20% de ces échanges, avec pour la moitié les pays qui partagent cette monnaie. Et les Amériques, donc, représentent environ 10% du commerce extérieur des pays de la zone franc. Et la place de la France est donc dans la partie du camembert qui est celle de l'Europe, et la place de la France correspond à environ un tiers de cette partie. On voit bien donc que la France n'a plus de monopole économique sur les pays de la zone franc et que le commerce extérieur des pays de la zone franc est mondialisé. On va passer à la slide d'après, s'il vous plaît. Donc, dans cette slide, vous voyez quelle est l'importance de la zone franc pour la France en 2019. Donc, c'est moins de 1% du commerce extérieur français. On voit bien que
l'assertion que je vous ai lue tout à l'heure, selon laquelle sans le franc CFA, la France serait un nain économique, eh bien, sans le franc CFA, d'une part, la France pourrait continuer à commercer avec ces pays, et puis, sans le franc CFA, la France serait au maximum privée d'1% environ, un peu moins, de son commerce extérieur, 0,6% très exactement. Donc, on peut voir encore le slide d'après qui précise encore plus la chose. Voilà, vous le voyez sans doute maintenant sur votre écran. Le commerce extérieur, la part de l'Afrique dans le commerce extérieur français représente 5,3%, et dans le même temps, eh bien, la part de la zone franc dans le commerce français en Afrique représente 12,5% de ce commerce-là. Donc, les intérêts économiques de la France sont bien plus présents hors de la zone franc, notamment au Nigeria, notamment en Angola, notamment en Tunisie, notamment au Maroc. Eh bien, ils sont bien plus présents hors de la zone franc que parmi les pays de la zone franc. De plus, la permanence du franc CFA, le fait que cette monnaie avec ce nom ait été maintenue depuis la décolonisation, masque aussi d'ailleurs un certain nombre d'évolutions internes qui sont peu visibles, mais qui sont prégnantes. Donc, il se trouve que les banques centrales africaines étaient auparavant, jusqu'en 1973, ces banques étaient à Paris. Elles ont été rapatriées dans la zone franc. Les dirigeants de la zone franc ont des pouvoirs de nomination sur leurs instances monétaires. Ils ont aussi eu des réductions de seuil de devise au début des années 60, au début de la coopération monétaire franco-africaine. Eh bien, les pays de la zone franc étaient tenus de placer l'intégralité de leurs devises auprès d'un compte déposé auprès du Trésor français. Et ces sommes-là, eh bien, ont été diminuées, où finalement, on a exigé un seuil de 50% des devises placées auprès du Trésor français aujourd'hui pour les pays d'Afrique centrale, et ce seuil est à environ 30% pour les pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a eu des gains des marges de manœuvre qui ont été de plus en plus gagnés par les dirigeants africains, qui ont aussi d'ailleurs un pouvoir d'ajustement, s'ils veulent eh bien, d'évaluer leur monnaie ou l'apprécier à l'intérieur du cadre des traités, bien sûr, eh bien, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire en Afrique de l'Ouest sans consulter la France, ils peuvent le faire en Afrique centrale après avoir consulté la France et les instances européennes. Donc, on le voit bien, finalement, d'instrument colonial, le franc CFA est devenu un compromis politique auquel, finalement, les pays africains ont continué d'adhérer. Je dis qu'ils ont continué d'adhérer puisque je vous ai dit tout à l'heure que des pays en étaient sortis, donc il y a la possibilité de sortir de cette zone franc. Juridiquement, cette sortie donc, est intervenue en Afrique de l'Ouest principalement, les pays utilisant l'article 10 de la Convention de coopération monétaire pour sortir du franc CFA. Donc il y a la possibilité de sortir, elle n'a pas été prise par la majorité de ces pays-là, et parmi toutes les transformations qui sont intervenues de manière muette, disons, sans qu'elles soient reprises fortement par la presse et les hommes politiques, on a ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que le franc CFA n'est plus lié au franc, il est lié à l'euro, et aujourd'hui, la France n'est plus que le garant de cette monnaie, c'est plus l'administrateur de cette monnaie. Les administrateurs sont les pays africains et les instances monétaires africaines. La France est le garant, et au-dessus de la France, il y a les institutions européennes qui, depuis une décision du Conseil de l'Union européenne de 1998, eh bien, ce sont les institutions européennes qui surveillent la zone franc et qui, finalement, d'une certaine manière, sont la tutelle de cette architecture monétaire. Alors, pourquoi avoir maintenu ce compromis politique? Pourquoi est-ce que les pays africains de la zone franc, leurs dirigeants tout du moins, pourquoi ont-ils pu trouver intéressant de rester dans cette coopération monétaire? Eh bien, l'expression de filet de sécurité financière a été utilisée par l'ancien gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer. Oui, le franc CFA est un filet de sécurité financière.
c'est un rempart contre l'hyperinflation des pays qui la partagent. En effet, la monnaie qui a le cours le plus stable de tout le continent africain depuis les années 60, la monnaie qui n'a été dévaluée qu'une seule fois en 60 ans, c'est le franc CFA. La monnaie dont le taux d'inflation est 10 fois inférieur à la moyenne de l'inflation africaine, eh bien, c'est le franc CFA. Cette capacité de la monnaie à être stable, à être donc convertible en euros dans une monnaie de référence internationale, sont des atouts incontestables. Ces atouts permettent évidemment d'attirer des investissements étrangers plus qu'ailleurs, et surtout, ces atouts permettent eh bien, de résister mieux aux chocs extérieurs et aux chocs intérieurs d'ailleurs qui peuvent se déclarer dans les pays et les économies africaines. Un choc, cela peut être une guerre civile telle que celle qui a ravagé le Tchad dans les années 70, une guerre civile telle que celle qui a ravagé une partie de la Côte d'Ivoire dans les années 2000, ou telle que celle qui est encore court aujourd'hui en Centrafrique. Eh bien, face à la guerre civile, eh bien, la monnaie reste stable. Elle ne va pas chuter lorsque, comme dans le cas du Libéria, par exemple, pays qui n'a pas le franc CFA, eh bien, dans sa guerre civile depuis le début des années 2000, sa monnaie a tellement chuté, elle s'est tellement décrédibilisée qu'ils ont dû utiliser le dollar. Il se trouve que vous vous doutez bien que provoquer de l'hyperinflation lorsque un pays est dans une situation de conflit civil, lorsque l'hyperinflation s'ajoute au conflit civil, eh bien, la situation est chaotique, violente, et donc, ce franc CFA permet de résister, en tout cas, aux conséquences de l'hyperinflation. Par exemple, le franc CFA est aussi un rempart, d'une certaine manière, contre l'inflation qui est non pas d'origine conflictuelle, mais l'inflation qui est d'origine du réchauffement climatique. Lorsque le réchauffement climatique va provoquer une désertification extrêmement forte au Sahel, eh bien, on va avoir certaines monnaies qui vont se déprécier dans le temps. Alors, par exemple, la monnaie mauritanienne, puisque le capital qu'elle représente se déprécie. Eh bien, la monnaie mauritanienne est d'ailleurs inconvertible, mais elle n'a pas la stabilité du franc CFA, et les pays qui sont voisins de la Mauritanie, qui souffrent aussi de la désertification du Sahel, comme le Mali, eh bien, ces pays-là, ou le Burkina Faso, ces pays-là bénéficient au contraire d'une monnaie qui est stable. Un dernier exemple pour vous montrer cet atout pour les pays africains de la stabilité, c'est on a eu la crise du Covid récemment. Et vous savez que les monnaies, le pays africain est caractérisé par finalement le fait que l'essentiel de ses économies soit dominé par des matières premières. C'est des économies qui sont rentières. Eh bien, la crise du Covid a provoqué un choc de la demande en pétrole. Et donc, à cet effet, beaucoup d'économies pétrolières, comme le Nigeria, ont vu leur monnaie dévisser. Dans les 3 premiers mois de la crise Covid, le choc de la demande en pétrole, le fait qu'on n'utilise plus les voitures, etc., notamment dans les pays du Nord, eh bien, ce choc-là a fait en sorte de déprécier la monnaie nigériane de 40%. Le naira nigérian a chuté de 40%. Pendant ce temps-là, vous aviez des économies aussi pétrolières, donc notamment celle du Cameroun ou celle du Congo-Brazzaville, eh bien, le choc de la demande en pétrole n'a pas eu les mêmes effets, puisque leur monnaie, le franc CFA, eh bien, est resté stable. Donc, on n'a pas eu ce choc qui s'est traduit de manière outrancière, disons excessive, dans l'économie. Ça a été un filet de sécurité financière. Donc, le compromis de la part des pays africains, il est perçu comme une garantie de stabilité. Et vous me direz, quel est l'avantage pour la France, finalement? Pour la France, c'est assez simple, finalement. La garantie n'est pas là pour surveiller une sorte de précaré économique, on en a parlé tout à l'heure. Sans la zone franc, la France survivrait et prospérerait de la même manière. Elle n'est pas là donc pour garantir la prospérité de la France, elle est là pour garantir finalement la sécurité. Et là, je vais vous lire un extrait du livre blanc
donc le document d'orientation stratégique de la France, pour vous en démontrer un petit peu cette assertion. Alors, on a donc dans le livre blanc 2008-2013 et la revue stratégique de défense 2017, on a cette idée qui est la suivante. L'importance stratégique pour l'Europe de son voisinage oriental, de la Méditerranée, d'une partie de l'Afrique qui s'étend du Sahel à l'Afrique équatoriale, n'est pas considérée au même degré par tous nos partenaires et alliés. Pour la France, il ne fait cependant pas de doute que ces approches constituent des zones d'intérêt prioritaires pour l'ensemble de l'Union européenne et qu'une vision commune des risques et des menaces est souhaitable et urgente. Un autre extrait du livre blanc 2008, cette fois. Les problèmes de l'Afrique ont des incidences directes sur nos intérêts. Immigration clandestine, radicalisation religieuse en terrain musulman et développement de sectes fondamentalistes en terrain chrétien, implantation des groupes terroristes réclamant d'Al-Qaïda, etc., etc., etc. La bande sahélienne de l'Atlantique à la Somalie apparaît comme le lieu géométrique de ces menaces imbriquées et à ce titre appelle une vigilance et un investissement spécifique dans la durée. Alors, cet intérêt donc pour la France, c'est d'assurer la stabilité d'une fraction de son arc de crise. On va passer donc, la slide est déjà présente. Finalement, le franc CFA est un atout, mais il est aussi dévoyé. Il est dévoyé puisque finalement, bien qu'étant bénéficiaires de cette monnaie, les pays de la zone franc sont toujours sous-développés. Pourtant, il y a entre eux un certain nombre une hétérogénéité économique. Vous le voyez dans ce document qui est en face de vous, le rythme de croissance de la CEMAC, donc des pays d'Afrique centrale, a été bien inférieur au rythme de croissance des pays de l'UEMOA. Finalement, la stabilité monétaire a été une condition utile mais insuffisante pour sortir du développement. Ce n'est pas dans ce document-là, mais le commerce intra-régional stagne entre les pays de la zone franc. Les performances sont hétérogènes. On le voit ici, l'UEMOA est beaucoup plus performante, mais avec, pour exporter des matières premières et non pas transformer ces matières en produits manufacturés. On a ce fait qui est que finalement, l'Afrique dans son entier, depuis 60 ans, produit moins de 1% de la production manufacturière mondiale. Et à l'intérieur de ce 1%, eh bien, la zone franc n'est pas en reste, c'est-à-dire qu'elle ne se distingue pas particulièrement du reste de l'Afrique. On a des pays qui sont parmi les moins industrialisés d'Afrique, comme le Mali. On a des pays aussi dans la zone franc qui sont parmi les plus industrialisés, comme je pense au Gabon. Le Gabon qui est devenu le 6e exportateur mondial de feuilles de contreplaqué. Donc, finalement, la stabilité monétaire n'est pas une condition du développement, c'est un socle qui permet le développement, mais qui ne le conditionne pas. Il faut des choses en plus. Et il se trouve que le sous-développement n'est pas issu du franc CFA. Le sous-développement de la zone franc, il est issu notamment de la désindustrialisation qui est d'origine asiatique. Les plus grands déficits que font les pays de la zone franc sont avec les pays d'Asie du Sud-Est et la Chine. C'est l'explosion démographique qui pose problème aussi, avec une population qui a doublé en 30 ans et qui doublera encore d'ici 2050. Donc, ces francs CFA ne suffit pas pour se développer. Ne suffit d'autant pas que les deux unions de la zone franc, l'UEMOA et la CEMAC, sont ralenties par les divisions politiques de ses membres. Pour se développer, il faudrait s'intégrer davantage. Il faudrait ne plus avoir seulement des marchés domestiques petits, mais un marché commun qui soit fort. Et il se trouve que ces pays sont divisés. Ils sont mal coordonnés. Ils ont des ressources qui sont extrêmement faibles. Le budget des instances communautaires de la CEMAC et de l'UEMOA fait 0,05% du PIB de leur, à peu près de leur région, contre 2% pour le budget communautaire de l'Union européenne. C'est des tout petits budgets. Le budget de l'Union européenne représente 1% du PIB de l'Union européenne. Pour les budgets de la zone franc, eh bien, c'est, je crois, aux alentours de 0,02%. Donc, finalement, les recettes publiques sont très faibles. La fiscalité qui permettrait d'avoir plus de recettes est la plus faible d'Afrique depuis 20 ans en zone franc. Et donc, on a aussi des entraves qui ne sont pas issues du manque de coordination commerciale
régionales, puisque les politiques régionales sont aussi en baisse depuis 20 ans. Les crédits qui y sont alloués sont 10 fois, 20 fois moins inférieurs, cela dépend des zones, qu'il y a 20 ans. Donc, il y a aussi, finalement, aussi des entraves indirectes. Eh bien, le fait que pour développer un marché commun, il ne faut pas avoir des frontières poreuses, il ne faut pas avoir des coupeurs de route, des brigands, il ne faut pas avoir la corruption qui est endémique. Donc, finalement, l'UEMOA et la CEMAC utilisent de manière non optimale le socle de leur groupement communautaire, de leurs unions régionales. Alors, on va passer, on va pas encore passer, excusez-moi, on va passer à la suivante. Non, vous avez raison, on va passer à la suivante. Donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, ce franc CFA est un facteur de stabilité. Cependant, il ne permet pas à lui seul de développer économiquement les pays de la zone franc. Beaucoup de dirigeants, d'économistes et d'acteurs publics se sont mis en tête de trouver des alternatives. Mais on l'a vu, la zone franc procure une forme d'autonomie dans la gestion monétaire locale. Il y a des contreparties qui sont très intéressantes, on l'a vu, une monnaie stable, convertible en euros, des investissements qui sont facilement attirés, la possibilité aussi de faire ces unions régionales qui est permise par une monnaie commune. Et donc, est-ce qu'on peut trouver mieux d'une certaine manière? Il y a plusieurs possibilités. Donc, une des possibilités qui a été évoquée, c'est faire l'écho de la CEDEAO. Alors, la CEDEAO, c'est tous les pays d'Afrique de l'Ouest. L'UEMOA, c'est 8 pays d'Afrique de l'Ouest, 8 pays francophones, et la CEDEAO, c'est les 15 pays d'Afrique de l'Ouest, avec donc les pays anglophones, plus les pays francophones. Est-ce que l'écho de la CEDEAO, dont le projet a été formulé depuis les années 80, est-ce que cet écho est réalisable? Bien, on voit d'abord qu'il y a une distorsion entre les niveaux d'inflation en zone franc d'Afrique de l'Ouest et avec les niveaux d'inflation qui sont dans la zone anglophone des pays qui entourent les pays de l'UEMOA. Eh bien, l'inflation est 9 fois plus élevée parmi les pays anglophones d'Afrique de l'Ouest que parmi les pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est un premier problème. Le second problème est que le géant anglophone de la CEDEAO, le Nigeria, eh bien, ce géant repose sur une économie pétrolière. Et son déterminant, donc ça veut dire que sa monnaie, le naira, bouge et descend en fonction des fluctuations du pétrole notamment, et aussi du dollar, puisque le dollar est la monnaie du pétrole. Et il se trouve que de l'autre côté, les pays de la zone franc ont des économies agricoles et minières et qui dépendent finalement d'autres flux, d'autres fluctuations, pardon. Et on ne pourrait pas fondre en une seule zone eh bien, la CEDEAO. Ça voudrait dire que soit le Nigeria aurait une monnaie qui l'étendrait au reste de la zone, soit le Nigeria prendrait la monnaie de la zone franc, ce qu'il refuse. Donc l'écho de la CEDEAO est une fiction politique. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Il y a l'écho de l'UEMOA. Vous savez, vous en avez entendu parler au préambule de cette conférence, il y a ce projet, cette réforme du franc CFA pour l'UEMOA, et non pas pour la CEMAC. Ce projet de réforme est en cours et il ne veut pas rompre la coopération monétaire. Ce qu'il va faire, c'est une réforme superficielle. Ce n'est pas un bond considérable en avant. C'est donc un changement de nom. Le franc CFA devient l'écho. Les dépôts, je vous avais dit qu'une partie des devises des pays de la zone franc devaient être placés en réserve auprès du Trésor français. Ils ne vont plus être placés en réserve auprès du Trésor français. Eh bien, ces dépôts étaient rémunérés. Ils étaient rémunérés à un taux qui était le meilleur du monde, de 0,75%. Cette rémunération permettait à la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest d'avoir environ 40 millions d'euros à 50 millions d'euros par an. Eh bien, ce placement-là ne sera plus rentable. Et il va y avoir une dernière chose, c'est que les fonctionnaires français, les spécialistes français qui étaient qui n'avaient pas de voix décisionnaire dans les instances de la zone franc, eh bien, ces fonctionnaires vont être retirés des instances de la zone franc d'Afrique de l'Ouest.
Finalement, la France reste garante de cette monnaie. Cependant, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des problèmes dans la convergence des économies de la zone franc, finalement que les unions régionales n'étaient pas assez intégrées, que leur politique était morcelée, divisée. Eh bien, ce grand problème-là, qui est la plus grande des distorsions, la plus grande des entraves au bon fonctionnement de la zone franc, ce problème-là n'est pas évoqué. Et ce qui va se passer, c'est que donc la France va continuer à être solidaire des déficits africains, mais sans plus avoir de droit de regard sur eux. On va passer, donc c'est une réforme que l'on pourrait qualifier de superficielle, puisqu'elle ne règle pas le problème, elle reporte le problème qui était le problème du franc CFA, avoir une bonne monnaie, mais se reposer sur sa stabilité pour pouvoir importer facilement et pour pouvoir avoir des investissements facilement, mais ne pas profiter de cette stabilité pour accroître l'autonomie économique, financière, budgétaire à l'intérieur de cette monnaie. Donc, ce franc CFA transformé en éco n'est pas un changement bouleversant. On va passer à la slide suivante. Voilà. Alors, l'autre solution encore, c'est sortir du franc CFA. Sortir du franc CFA pour créer quelque chose d'autre à partir de la qualité des économies africaines. Or, je vous ai mis cette répartition des monnaies de réserve internationales. Il ne faut pas oublier que donc le dollar est la monnaie reine dans les échanges internationaux. Le dollar est la monnaie reine, il domine les transactions financières. On le voit ici, c'est un camembert inspiré avec les chiffres du FMI de 2020. On voit que les banques centrales mondiales, les banques centrales du monde entier, d'abord ont dans leur compte du dollar. Ensuite, elles ont de l'euro. Vous le voyez ensuite. La livre sterling passe après. Le renminbi chinois n'est pas une monnaie de réserve internationale, à tel titre d'ailleurs que 2/3 des exportations chinoises sont facturées en dollars. Passons au slide suivant rapidement, s'il vous plaît. Donc voilà, on était toujours donc sortir du franc CFA, qu'est-ce qui se passe? Sortir du franc CFA, c'est condamner l'Afrique au monopole du dollar. Aujourd'hui, on a donc, vous avez ici en face de vous, un tableau des régimes de change des monnaies africaines en 2019. Ce que vous voyez, c'est plus précis que le camembert précédent pour l'Afrique, c'est que donc finalement la majorité des monnaies africaines sont influencées par le dollar et ensuite par l'euro. Vous avez un certain nombre d'États où le dollar a libre cours déjà, sans convention de coopération avec les États-Unis, lorsque finalement vous ne maîtrisez plus votre monnaie nationale, lorsque elle n'est pas suffisamment crédible, eh bien vous êtes dollarisé immédiatement. Eh bien, le Libéria, la Somalie, la Tanzanie, la RDC, le Zimbabwe sont des pays où le dollar circule. Vous avez d'autres pays qui ont leur propre monnaie, mais qui cherchent à suivre la valeur du dollar, comme le Ghana et Djibouti. Vous avez des pays qui ont leur économie qui est à la fois dominée par des échanges avec l'Europe et avec les États-Unis. Et donc, ces pays essayent d'avoir une monnaie qui dépend d'un panier de devises entre le dollar et l'euro. Donc, vous avez, c'est la troisième colonne, l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie, le Soudan, la Libye, quand bien même la Libye n'a plus que le dollar, en fait, aujourd'hui. Vous avez la Sierra Leone, le Nigeria, l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda. Et donc, vous avez aussi, on le voit ensuite, ces 15 pays qui sont liés à l'euro à travers la France, plus 2 pays, Sao Tomé et Principe et le Cap-Vert, qui sont liés à l'euro à travers l'Espagne, et Mayotte et la Réunion, qui sont des îles africaines, qui ont l'euro chez eux. Ensuite, la dernière colonne représente des pays dont la monnaie flottante, donc elle ne fonctionne pas en fonction d'un panier de monnaie, elle dépend simplement de la parité au jour le jour des monnaies internationales, et donc elle s'ajuste en permanence. C'est le cas de l'Égypte, du Maroc, de la Gambie, de la Guinée, du Burundi, des Seychelles, du Sud-Soudan. Vous avez enfin la zone RAND, donc, qui est dominée par l'économie sud-africaine, qui est l'économie la plus développée du continent africain. Et c'est, après le franc CFA, la monnaie la plus solide et la plus crédible
du continent africain. Donc sortir du franc CFA, rompre la coopération monétaire franco-africaine, c'est finalement assujettir, perdre les avantages qui étaient liés au franc CFA, c'est-à-dire avoir une monnaie convertible en euros, avoir une monnaie stable, avoir aussi une autonomie dans la gestion de la monnaie, ce qui n'est pas rien. D'ailleurs, un certain nombre de pays qui sont voisins des pays de la zone franc utilisent parfois aussi le franc CFA. Le nord du Ghana, qui est voisin frontalier de la Côte d'Ivoire, on utilise par exemple du franc CFA. Donc, sortir du franc CFA, c'est se condamner finalement à dollariser non pas seulement les pays de la zone franc, mais toute l'Afrique, puisque l'Afrique est déjà dépendante en majorité du dollar. Et donc, ce serait finalement ne pas gagner en autonomie, mais perdre en autonomie. Pour tous ceux qui dénoncent l'impérialisme supposé de la France, sortir du franc CFA, ce serait avoir la monnaie, pour reprendre leur terme, la monnaie de l'Empire américain. Alors, on va passer à la dernière partie, à la conclusion. À qui profite finalement la fin du franc CFA ? Avec cette illustration qui est un petit peu provocatrice, provocante, qui est une illustration du dessinateur du Figaro qui m'en a fait cadeau pour illustrer mon livre. Vous voyez finalement un jeune Africain cherchant à mettre de l'essence, imbiber d'essence des billets de franc CFA, et vous avez en face le président des États-Unis, de la Turquie, de la Russie et de la Chine qui proposent du feu. C'est un peu provocateur, mais ce qui est certain, c'est que le franc CFA n'est pas la clé de voûte de la France-Afrique. Ce n'est pas un instrument de maintien d'un précaré économique. Il n'y a plus de précaré économique français. Ce n'est pas l'instrument du maintien d'un précaré, d'un monopole politique. Il n'y a pas de monopole politique français. Encore il y a 2 jours, un coup d'État a eu lieu au Mali dans la surprise générale, alors que les forces françaises sont au Mali pour protéger la sécurité des habitants et de la sous-région, et ils ont été surpris par ce coup d'État qui n'arrange personne. Il n'y a pas de monopole politique. À qui profite la fin du franc CFA ? Sans doute à tous ceux qui veulent continuer à profiter des matières premières, comme l'a fait la France au moment de la colonisation, il faut le reconnaître. Continuer à profiter des matières premières et aussi à tirer parti du sous-développement et du chaos africain. Tirer parti du sous-développement et du chaos africain, c'est pour des pays qui ne supportent pas les conséquences, qui ne sont pas menacés par les conséquences de la fragilité africaine. C'est l'Europe qui est menacée, c'est l'Afrique d'abord qui est menacée par ses propres fragilités, puis ensuite l'Europe. Ce n'est pas le cas ni de la Russie, ni de la Chine, par exemple. C'est un moyen aussi d'organiser à leur avantage le voisinage des Européens. C'est un moyen de pression qu'ils peuvent mettre sur les Européens. J'aimerais conclure par 2 choses. D'abord, vous lire une citation de Pierre Péan. Pierre Péan, donc un journaliste français qui a beaucoup écrit sur l'Afrique dans sa jeunesse et qui a révélé un certain nombre d'affaires africaines, et puis qui a eu un regard mesuré à la fin de sa vie. Et il vous livre ceci. Dans Carnage, donc un de ses derniers livres, édité en 2010. Depuis 1994, dit-il, la France-Afrique agit comme un dense écran de fumée qui ne laisse voir de l'Afrique que les prétendues conséquences des agissements diaboliques perpétrés par la France depuis la fin du XIXe siècle et masque complètement les actions entreprises depuis la chute du mur de Berlin par de nouveaux grands acteurs extérieurs qui ont pourtant très largement éclipsé les néocolons français. Créateurs et propagateurs de ce nouveau concept ont objectivement aidé Washington, Londres, Jérusalem et Bruxelles à gagner la guerre médiatique contre la France en lui imputant la responsabilité d'actes qu'elle n'avait pas commis et en empêchant que leurs vrais responsables soient désignés et inquiétés. Donc, la France-Afrique, dont le franc CFA serait l'instrument clé, n'est qu'une chimère. Et vous pourriez me demander en conclusion de cet exposé, mais que faire avec le franc CFA ? Le laisser s'effondrer, ce serait finalement en arriver à une forme de déstabilisation d'un tiers des pays africains et donc par là même du reste de l'Afrique, avec des économies donc
avec une monnaie instable, inconvertible, avec la fin des marchés communs qui étaient garantis par cette monnaie. Eh bien, que peut-on faire? L'abandonner, ce serait se préparer au chaos. C'est une solution. La deuxième chose, c'est ne pas cesser de surexposer la France, qui n'est que le garant de cette monnaie. Et notamment, par exemple, faire en sorte que le franc CFA ne soit plus garanti par la France, mais par le budget de l'Union européenne. Je trouve que la décision dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui aboutissait à placer le franc CFA sous l'autorité, l'architecture de la zone franc sous l'autorité des institutions européennes, on pourrait voir comme l'aboutissement de cette décision le fait de garantir cette monnaie africaine par le budget de l'Union européenne. C'est d'ailleurs, la politique monétaire est une compétence européenne et elle pourrait tout à fait être assumée par le budget de l'Union européenne. Cette réforme permettrait de mettre à plat un certain nombre de problématiques que j'ai soulevées pendant cet exposé, qui est notamment celle des réformes qui ne sont pas faites ou peu faites par les pays de la zone franc, la responsabilité des pays africains dans la gestion macroéconomique et commerciale, fiscale de cette monnaie. Et je trouve que faire peut-être cette réforme, qui viserait donc à une garantie européenne sur la zone franc, permettrait à la fois de mettre à plat ces règles, les contreparties, les droits et les devoirs des uns et des autres, et aussi peut-être, qui sait, d'étendre cette zone à d'autres pays qui ont besoin de stabilité monétaire pour pouvoir construire leurs économies et sortir du sous-développement. Merci de m'avoir écouté et on va prendre vos questions maintenant. Très bien. Alors, quelques questions sont arrivées. Merci beaucoup, Monsieur Vialet, pour cette excellente conférence, ces propos extrêmement intéressants. Justement, quelques questions sont arrivées de Corentin, qui d'ailleurs vous remercie également pour cette excellente conférence, et qui demande quelle analogie feriez-vous entre la situation du franc CFA et celle de l'euro. Voilà. Je vous laisse déjà répondre à celle-là. Vous voulez que je vous en pose plusieurs à la fois, comme vous voulez faire? Je veux bien que vous me les posiez et que j'y réponde ensuite. Alors une autre, pourquoi a-t-on toujours deux zones de francs CFA? Est-il envisageable de ne supprimer que l'une des deux zones? D'accord. Une autre, j'aimerais comprendre ce que vous sous-entendez-vous que sortir de la zone franc CFA n'est pas une bonne chose pour les pays africains, alors que cette monnaie n'arrange pas la plupart des pays africains, l'inégalité entre les pays, alors qu'ils utilisent tous la même monnaie. En plus, pourquoi faut-il que les pays versent 50% au Trésor français sous prétexte d'une garantie? Alors d'autres, sortir du CFA, c'est sortir du lien privilégié avec la France ou l'euro et aller vers un lien avec le dollar, comme le reste du monde. La seule chose qui importe est de savoir quels avantages ces pays africains ont à rester avec une région européenne plutôt que le reste du monde. La France trouve-t-elle, si je vais trop vite, vous me dites, la France trouve-t-elle un intérêt au maintien du franc CFA dans les conditions actuelles ou dans d'autres configurations? Quels intérêts auraient les autres pays de l'UE à être également garants? Ne peut-on pas douter qu'ils acceptent de bon cœur? Mettre en avant les droits et les devoirs n'est peut-être pas suffisant. On va déjà commencer peut-être à répondre. Voilà, il y en aura d'autres. Je vous laisse déjà répondre. Alors, d'abord, je vais répondre à Corentin sur la comparaison entre le franc CFA et l'euro. Formellement, ces deux monnaies, évidemment, se ressemblent, seulement l'une découle de l'autre aujourd'hui. Bien sûr, d'abord, il y a les règles
du franc CFA, qui sont les règles de la zone franc, qui sont les mêmes que celles de la zone euro. Vous avez le déficit public qui est limité à moins 3% du PIB, le taux d'inflation qui ne doit pas être supérieur à 3%, le ratio dette sur PIB qui ne doit pas dépasser 70%. Et comme dans la zone euro, eh bien, aucun de ces critères n'est respecté, mis à part le critère de l'inflation. Donc, sur la comparaison formelle, le franc CFA est un euro africain. Cependant, le franc CFA eh bien, dépend de l'euro. Et donc, le franc CFA est une monnaie qui sans l'euro, n'aurait aucune valeur et serait inconvertible. Donc, disons que le franc CFA procède aujourd'hui de l'euro. Pourquoi y a-t-il deux zones du franc CFA? Pourquoi y a-t-il deux zones, l'UEMOA et la CEMAC? C'est très simple, en fait, les caractéristiques fondamentales de leurs économies sont différentes, sont profondément différentes. Ce sont toutes des économies qui sont spécialisées dans l'export de matières premières, cependant ce ne sont pas les mêmes et donc leur dynamique est très hétérogène. On l'a dit tout à l'heure, les pays d'Afrique de l'Ouest sont des économies à dominante agricole et minière, tandis que les pays d'Afrique centrale sont des pays à dominante pétrolière. Et donc, ce n'est pas du tout la même gestion entre les deux. Maintenant, sortir de la zone... Alors, pourquoi un compte d'opération? Il faut bien comprendre que le compte d'opération, c'est-à-dire le fait de placer une partie des réserves en devises dans un compte placé auprès du Trésor français, ce n'est pas du tout comment dirais-je, ce n'est pas un impôt colonial, comme on a pu l'entendre ici et là. D'abord, une chose, c'est les pays africains qui ont un placement qui est un placement rentable. Donc, le fait d'être débarrassé de ce compte d'opération, c'est la fin d'un placement le plus rentable du monde. Donc, l'impôt, il n'est pas dans le sens français, il est dans le sens africain. La deuxième chose sur ce compte d'opération, c'est que c'était la seule manière de faire fonctionner la parité et la convertibilité de la monnaie, puisque cette monnaie était auparavant une monnaie coloniale, une monnaie qui avait trait à ce qu'on appelait la caisse d'émission, c'est-à-dire que la métropole à l'intégralité des devises des pays colonisés qui ont cette monnaie-là, et la métropole décide de la gestion de la monnaie dans ces pays-là. Maintenant, nous ne sommes plus sous la colonisation, et il y avait en effet la part des réserves placées auprès du Trésor français était placée là pour que, tout simplement, lorsqu'il y avait un défaut, des déficits trop puissants de la part des pays de la zone franc, eh bien, la France pouvait mettre directement, à l'époque des francs, aujourd'hui des euros, pour rétablir à l'équilibre les comptes des pays de la zone franc. C'est ce qui s'est passé notamment dans les années 90 avec la dévaluation du franc CFA. Ce compte d'opération a permis de sauver les économies de la zone franc, puisque les pays de la zone franc avaient trop peu de réserves en devises. Et donc, grâce à ce compte, la France a pu placer les réserves nécessaires pour rétablir à l'équilibre les pays de la zone franc. Donc, le compte d'opération, il était nécessaire dans l'ancien système. Dans le nouveau système, avec la création de l'éco, eh bien, la France va se retrouver à acheter de l'éco avec de l'euro, sans pour autant avoir un regard sur la gestion des pays africains. C'est-à-dire que les pays africains pourraient, par exemple, faire juste de l'importation, ne rien réformer du tout, et lorsque leur monnaie baisserait trop, la France serait obligée d'en acheter. C'est pour ça que l'inégalité n'est pas du côté de l'Afrique, elle est aujourd'hui du côté de la France, qui a plus de droits que de devoirs. Sur les avantages, j'ai mal compris, vous me pardonnerez, sur les avantages du dollar, je crois qu'ils sont assez connus, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas, puisque n'importe quel pays peut être dollarisé sans avoir noué au préalable des conventions de coopération monétaire, sans avoir d'atout en contrepartie, notamment une monnaie stable, convertible, etc. Être dollarisé, ça ne veut pas dire qu'on a une monnaie qui est convertible, ça veut tout simplement dire que notre monnaie dépend exclusivement des variations du dollar. Donc, on voit l'exemple en RDC ou au Zimbabwe. Se dollariser, c'est la pire des choses pour un pays, c'est avoir une monnaie qu'on ne maîtrise pas. Par ailleurs, l'intérêt du maintien du franc CFA pour la France, deux choses. D'abord, il n'est pas dans l'intérêt de la France ni de l'Europe d'avoir un pays sur trois en Afrique subsaharienne
qui est une monnaie inconvertible et qui n'est plus de possibilité d'avoir des marchés communs. La deuxième chose, c'est que, en effet, la France n'aurait pas intérêt à maintenir le franc CFA pour des raisons de réputation, puisqu'elle se fait attaquer, elle se fait soupçonner de néocolonialisme, ce qui n'est pas le cas. On l'a vu, s'il n'y a pas de monopole économique, pas de monopole politique, il est interdit de parler de néocolonialisme. Donc l'intérêt est surtout maintenant que cette monnaie soit garantie par l'Union européenne qui est menacée par les faiblesses africaines, comme d'autres pays africains, mais aucun pays africain n'est en mesure de garantir cette monnaie. Le Nigeria a le même PIB que l'Autriche, mais c'est un PIB extrêmement fragile et il est incapable lui-même d'avoir une monnaie stable et convertible. Donc il est dans l'intérêt sécuritaire de l'Europe et de l'Afrique d'avoir une monnaie stable, et aussi il est dans l'intérêt des deux parties que les responsables africains prennent leurs responsabilités et utilisent cette monnaie pour construire leur autonomie. Alors, une autre question, un autre commentaire. L'économiste Mendel vient de décéder. Peut-on dire que la zone CFA n'est pas une zone monétaire optimale? Ah oui, oui, oui. Alors, je ne sais pas s'il existe des zones monétaires optimales dans le monde. Je sais que la zone euro n'est pas considérée comme une zone monétaire optimale. La zone franc n'en est pas une non plus. Et j'ai entendu la question tout à l'heure, en effet, bien sûr, lorsque vous avez une multiplicité de pays qui partagent une même monnaie, il est évident, on le voit en Europe, avec notamment l'épicentre de l'économie européenne, qui est le pays qui produit le plus de valeur ajoutée, et donc c'est l'Allemagne. C'est le cas aussi pour les pays de la zone franc, c'est-à-dire qu'il est évident que c'est en zone franc d'Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire qui polarise les échanges. En zone franc d'Afrique centrale, c'est le Cameroun. Mais il se trouve que l'arbitrage n'est pas d'être dans une zone théoriquement parfaite. L'arbitrage pour les pays, c'est d'être dans une zone qui permet de construire un marché commun, qui permet de ne pas avoir une monnaie inconvertible, qui permet d'attirer des investissements. Donc, il est évident qu'avoir une monnaie qui a un même taux pour toutes les économies, ça provoque des dissymétries entre les uns et les autres, des gagnants et des perdants d'une certaine manière, avec des pays qui vont être périphérisés et d'autres qui vont être plus centraux. Mais encore une fois, est-ce qu'il vaut mieux avoir une monnaie inconvertible et être droit dans ses bottes d'une certaine manière, ou faire partie d'une zone monétaire où on n'est pas nécessairement le plus gagnant, mais on y gagne quand même. La problématique, elle n'est pas théorique en réalité. Alors, encore une question. Alors, merci pour la conférence. Vous parlez du chaos que créera l'abandon du franc CFA. Pensez-vous que le Niger ne troquerait pas sa stabilité contre l'instabilité ghanéenne? Alors, la comparaison entre le Niger et le Ghana est surprenante. D'abord parce que les économies du Ghana et du Niger n'ont rien à voir. Le Ghana a une économie proche de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire une économie agricole, marquée notamment par le cacao, pardon, et le Nigeria a une des économies les plus dynamiques d'Afrique de l'Ouest. Or, d'ailleurs, la monnaie, le cedi ghanéen, n'est pas considérée comme une bonne monnaie par ses propres autorités. Donc, les banques commerciales sont réputées ne pas prêter suffisamment à leurs entreprises au Ghana. Donc, le cedi n'est pas un modèle, d'autant plus, je l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, que dans le nord du Ghana, on utilise le franc CFA. Et le Niger a une économie qui est donc celle surtout de l'élevage et un tout petit peu d'agriculture familiale, donc beaucoup plus pauvre que le Ghana. Je ne vois pas quel intérêt il aurait à avoir une monnaie qu'il garantirait par sa propre économie. Il aurait donc une monnaie inconvertible. Il ne pourrait plus faire partie de l'union régionale dans laquelle il est. Je ne verrais aucun intérêt pour le Niger
d'épouser une monnaie telle que celle du Ghana, c'est-à-dire en fait d'avoir une monnaie nationale qui serait comme celle d'ailleurs de la Mauritanie, inconvertible, comme celle de la Guinée-Conakry, inconvertible, et qui les dissuade d'intégrer des marchés communs. Donc non. Alors, il me semble qu'il y avait une question du type est-ce que le franc CFA pourrait être remplacé par l'euro? Je ne pense pas déformer la question qui avait été posée. Eh bien, remplacer le franc CFA, donner un libre cours à l'euro en Afrique, ce serait donc ne pas permettre aux autorités locales de gérer cette monnaie en fonction des spécificités africaines. Ce serait plutôt une régression qu'un progrès pour les économies africaines. Mieux vaut une monnaie qui soit liée à l'euro, mais qu'il puisse gérer localement et adapter localement, éventuellement en la dévaluant, en l'appréciant, et d'ailleurs même en changeant, en l'adaptant par exemple au réchauffement climatique. Aujourd'hui, l'euro d'ailleurs cible la stabilité des prix comme le franc CFA, mais l'euro est en train de prendre en mesure tous les risques issus du changement climatique et essaye d'adapter la gouvernance monétaire. Il serait intéressant de ne pas faire la même chose que l'Europe, mais d'adapter aussi la gouvernance monétaire africaine au réchauffement climatique qui est le plus fort du monde dans cette région. Donc, je pense qu'il faut plutôt aller vers une autonomisation de l'administration monétaire africaine que vers le plaquage de l'euro en Afrique. Alors, quels intérêts auraient les autres pays de l'UE à être également garants? Je ne sais pas si je ne vous l'ai pas déjà lu, mais ne peut-on pas douter qu'ils acceptent de bon cœur mettre en avant les droits et les devoirs n'est peut-être pas suffisant? Alors, oui, en effet, vous l'avez posé, mais on peut encore y répondre mieux. Alors, d'abord, en 1998, l'Allemagne et les Pays-Bas avaient plutôt milité pour qu'une telle garantie européenne se fasse. La France avait argué que les conventions de coopération monétaire n'étaient pas des accords monétaires, mais des accords budgétaires. Et grâce à cette argumentation, la France était restée garante, mais sous surveillance européenne. Il est possible que l'Allemagne et les Pays-Bas reprennent cette argumentation si on leur donnait l'occasion, mais il est possible aussi qu'ils se disent que cette garantie qui les responsabilisera trop et donc qui serait sous le feu des critiques. Maintenant, le problème n'est pas celui-ci. Le problème, c'est que l'Afrique, en tout cas les pays de la zone franc, ne sont pas les moins bien gérés d'Afrique, mais l'Afrique en général pose problème. L'Afrique en général n'a jamais été aussi fragile économiquement. Elle n'a jamais eu une démographie aussi galopante et aussi peu de ressources et de capacités pour répondre à ses besoins. Et donc, finalement, nous partageons avec les pays africains et les pays européens cette inquiétude sur la déliquescence, le délitement africain. Donc, il pourrait y avoir une autre solution que simplement demander aux pays de l'Union européenne. La France pourrait dire « je m'en retire si vous ne venez pas en garantie ». Et ensuite, les conséquences, tout le monde va les payer. Ça, c'est de la diplomatie, par exemple. C'est une manière forte d'en faire. Il peut y avoir une manière douce qui était celle qu'on avait évoquée auparavant. Mais une manière forte serait de dire « nous n'avons pas intérêt en termes de réputation à soutenir cette monnaie. Nous avons tous intérêt à la garantir. Si vous ne voulez pas le faire, payez-en les conséquences. » Et peut-être qu'avant que la France mette à exécution cette menace, les pays européens diraient qu'ils sont prêts à garantir cette monnaie parce qu'ils ne veulent pas d'un chaos et parce que aussi leurs entreprises accèdent à la zone franc et qu'ils veulent pouvoir continuer peut-être à y commercer, au-delà du premier problème qui est sécuritaire. Amadou pose la question suivante. L'existence du franc CFA et ses mécanismes de fonctionnement qui ont su perdurer de la période coloniale à nos jours ne compromettent-ils pas au plan politique la souveraineté monétaire des pays africains de la zone franc sur la scène internationale? Alors, je suis un peu déçu de cette question parce que Amadou n'a
peut-être est-il arrivé en milieu de conférence, mais j'ai beaucoup insisté sur les évolutions qu'ont eu les règles de fonctionnement de la zone franc depuis les années 60. Il y a eu beaucoup de révolutions à l'intérieur de cette zone franc, donc qui était auparavant un protectorat monétaire français et qui est aujourd'hui un compromis politique avec des responsabilités partagées. Et je ne vais pas y revenir. Dès le début, il est certain que à l'aube, à la veille des indépendances, tout le monde le savait, Houphouët-Boigny, Sédar Senghor, tous les présidents le savaient, ils n'avaient pas d'autonomie économique et donc leur souveraineté est limitée. Et aujourd'hui, le franc CFA est le produit de cette souveraineté limitée. Et ce n'est pas non plus, c'est aussi un instrument de souveraineté pour eux, c'est une souveraineté partagée avec les pays qui sont dans la zone franc et limitée parce qu'ils ont besoin de la France pour la garantir. Mais est-ce qu'ils auraient plus de souveraineté sans zone franc, sans franc CFA? Est-ce qu'ils seraient plus souverains? Et je crois que ma démonstration a montré qu'ils seraient moins autonomes et moins souverains s'ils n'avaient pas aujourd'hui le franc CFA, malgré les problématiques du franc CFA. Une autre toujours question. Le maintien ou l'abandon du franc CFA fait-il débat dans les pays y ayant recours? Et même question en ce qui concerne la France. Alors, c'est curieux parce que finalement, on a eu un débat l'année dernière à l'Assemblée nationale française sur le franc CFA qui n'a été repris presque par aucun média, ou en tout cas aucun média de masse. Cette question intéresse peu, il faut le reconnaître, les Français. Quand bien même il y a en France des manifestations anti-franc CFA. Il y a des argumentaires de la gauche radicale qui, à des heures de grande écoute, utilisent cette monnaie pour leur thèse. Cependant, les Français ne sont pas du tout passionnés par la question et que le franc CFA existe ou meurt, je pense que ça ne changerait rien dans notre pays. Et l'humeur des Français serait inchangée. En revanche, c'est une question qui anime en France les diplomates. C'est une question qui est une question régalienne, donc qui anime des partis politiques qui veulent savoir comment gouverner, qui anime le gouvernement, bien entendu, et qui anime aussi des grandes entreprises qui veulent savoir comment faire dans cette région du monde. Maintenant, c'est une question qui, au contraire, est une question extrêmement populaire dans la zone franc. Et d'ailleurs, avec des avis extrêmement partagés. Moi, je suis parfois en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire par exemple, ou au Bénin, on en entend parler avec les deux aspects. Des personnes qui disent « je n'en peux plus de cette monnaie de colon » et d'autres personnes qui disent « je ne sais pas ». Écoutez, ce que je vois, c'est que par exemple, le Nigeria, qui est à côté du Bénin, a eu son naira qui a dévissé pendant que leur monnaie est stable. On voit dans la zone franc aussi, en Côte d'Ivoire par exemple, on parlait du Ghana tout à l'heure. Le Ghana, on voit beaucoup d'émigration ghanéenne en Côte d'Ivoire. La violence sociale est plus forte dans les pays qui sont voisins de la zone franc que dans la zone franc. Donc, c'est une question qui n'est pas du tout tranchée par les Africains. Je n'ai pas fait de sondage exhaustif, mais dans tous mes voyages, dans toutes mes rencontres, soit on est contre, soit on ne sait pas, soit certains sont pour aussi, mais c'est une question qui les habite énormément et beaucoup veulent tout simplement avoir un regard dépassionné dessus. Parce que c'est facile, en fait, de brandir des symboles et de dire que la faute doit reposer exclusivement sur tel ou tel. Mais on voit bien, dès qu'on rentre un petit peu dans l'intimité du dossier, que les choses sont bien plus compliquées que cela. Et donc, typiquement, abandonner le CFA pour se retrouver avec le dollar, alors qu'on a un discours souverainiste, c'est quelque chose qui est complètement contradictoire. Alors, un participant vous remercie encore pour votre intervention et vous dit « Je vous rejoins lorsque vous parlez d'arrêter de surexposer la France dans ce sujet. Vous avez raison quand vous dites que l'indépendance totale monétaire ne garantit pas le développement. Mais je pense qu'une grande partie des individus sont conscients de cela. Mais est-ce que le compromis doit être payé au prix de la souveraineté d'un État? N'est-ce pas là de l'infantilisation? Pourquoi nous donner des diagnostics où les pays africains utilisant cette monnaie finissent mal dès lors qu'on pense à la sortie? Je vais rebondir sur l'infantilisation. Le problème, c'est que ce n'est pas la France qui infantilise les pays africains, c'est plutôt des dirigeants qui se meuvent dans cette posture. Je prends un exemple. Laurent Gbagbo.
Laurent Gbagbo est aujourd'hui connu pour être un attaquant du franc CFA. Je vous en ai parlé pendant la conférence, celui qui dit le franc CFA est la clé de voûte de la France-Afrique. Or, Monsieur le Président Gbagbo, en 2007, lorsqu'il était en exercice, a reconduit l'adhésion de son pays aux institutions de la zone franc, à travers l'accord de Ouagadougou. Or, ce même président, en 2010, lors de sa campagne électorale, vantait les qualités du franc CFA, monnaie stable, monnaie commune. Et lorsqu'il perd, et lorsqu'il ne reconnaît pas sa défaite, il dit que les problèmes viennent de la France et que c'est parce que la Côte d'Ivoire est le trésor caché de la France qu'il a été mis dehors. Beaucoup de chefs d'État jouent sur les deux tableaux. Et c'est un problème. C'est un problème puisque finalement, quand ils sont au pouvoir, ils utilisent cette monnaie. Ils utilisent cette monnaie sans courage. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas la stabilité de cette monnaie pour faire des réformes, on l'a dit, mais pour davantage importer, pour ne rien changer. Et lorsqu'ils doivent payer le prix de cette absence de réforme, lorsqu'ils doivent s'en aller parce qu'on ne les reconduit pas au pouvoir, parce que leur population n'en veut plus, eh bien, ils imputent la faute sur un acteur extérieur, la France, en jouant sur les mentalités, en jouant sur l'histoire et la mémoire. Donc, je crois que la responsabilité ne vient pas de la France dans ce point de vue. La France donne un service. Les autres disposent. Et la manière d'en disposer, parfois, entretient l'infantilisation et fait en sorte que ces pays restent immatures d'une certaine manière. Alors, encore une petite dernière question ou deux. Quelqu'un qui s'interroge toujours sur les fameux 50% versés au Trésor français et qui voudrait comprendre un peu plus le mécanisme de ce compte d'opération. Oui, vous pouvez revenir dessus? Auparavant, donc jusqu'aux années 70, le Trésor français et la Banque de France géraient l'entièreté des devises des pays de la zone franc. Celle-ci était centralisée à Paris. Et donc, c'était la France qui décidait comment les administrer. À partir des années 70, il y a eu un processus d'autonomisation des pays de la zone franc. Et donc, d'une part, les banques centrales ont été rapatriées au Sénégal, notamment, et au Cameroun. Et ces seuils ont baissé. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 100% des devises qui étaient placées auprès du Trésor français, 50% étaient seulement placés et le reste, eh bien, les banques centrales pouvaient en jouir pour, alors ne pas les injecter dans l'économie, mais pour pouvoir avoir des taux qui soient le plus bas possible pour leurs banques commerciales. Il se trouve que ce processus d'autonomisation s'est poursuivi jusqu'à ce que le seuil soit plus que de 30% en Afrique de l'Ouest et 50% en Afrique centrale. Les pays d'Afrique de l'Ouest ont choisi, la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest a choisi de laisser plus de devises que nécessaire auprès du Trésor français, donc avec environ 50% des devises et non pas 30% qui étaient déposées jusqu'à une date récente. Pourquoi? Parce que ces devises étaient rémunérées par la Banque de France et que le fait de les avoir dans leur caisse locale ne changeait rien à leurs économies. Il faut bien comprendre qu'une banque centrale, elle prête aux banques commerciales, elle ne prête pas aux États. Et cet argent-là ne peut pas être réinvesti directement dans l'économie, ne peut pas être injecté directement dans l'économie. Il peut être placé, il permet la crédibilité en fait de la monnaie et des acteurs économiques locaux, mais le fait de rapatrier par exemple là, les devises qui vont être transférées de Paris au Sénégal, eh bien, ces devises-là, ces 5 milliards d'euros, ça ne va pas être injecté immédiatement dans l'économie. Donc, il ne faut pas... La banque centrale n'est pas une banque commerciale. Voilà. Alors, une dernière question. Vous ne pensez pas au contraire que la France paierait davantage les conséquences que les autres pays européens, notamment parce qu'elle possède une armée plus apte à réagir
Et d'autre part, parce que notamment à cause de la langue française, ou grâce, on va dire, je ne sais pas, elle serait plus attractive que les autres pays européens. Alors, dans quel contexte Alors là, je n'ai pas les précisions. Hein, la France. Je vais essayer de bien comprendre la question, pardon. Quel est le... Pour la poser, vous ne pensez pas au contraire que la France paierait davantage les conséquences que les autres pays européens? J'ai compris la question. Voilà. En cas d'abandon du franc CFA, c'est ça? Oui. J'imagine. Alors, en cas d'abandon du franc CFA, j'imagine bien que si la France, de sa propre initiative, voulait rompre la coopération monétaire franco-africaine, ça participerait d'un désengagement complet de la France en Afrique. Et donc, j'imagine bien que les troupes françaises n'auraient plus rien à faire pour stabiliser une région qu'on aurait abandonnée financièrement. Il y aurait une contradiction entre maintenir un ordre sécuritaire et de l'autre côté, admettre que l'ordre financier soit dégradé. Donc, je pense que voilà, si une telle décision était entreprise, il y aurait un retrait militaire. Et surtout, en définitive, la problématique, elle est pour évidemment tous les pays, à la fois d'Afrique du Nord, qui pourraient donc payer les conséquences de ce chaos financier et économique africain, et ensuite, bien entendu, pour les pays européens. Et là, on est sur la même ligne, les uns et les autres. L'Espagne et l'Italie sont en première ligne, autant que la France, pour recevoir une immigration incontrôlée, par exemple, et ont tout intérêt à une stabilité et à un développement des pays d'Afrique subsaharienne. Je vois que Cissé a posé une question, mais je crois que la réponse a été déjà donnée. En revanche, Delia pose une nouvelle question. Alors, ce sera la dernière de la soirée. Pensez-vous que la démocratisation des crypto-monnaies pourrait changer la donne en Afrique et remettre en question l'attachement des économies africaines aux devises internationales? Ça, c'était pour la petite question de fin. D'abord, il faudrait savoir si les crypto-monnaies sont des monnaies. Ce qui est une question qui n'a pas encore été résolue par les économistes. Et la deuxième question serait aussi la possibilité technique et technologique de ces crypto-monnaies. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a une forte pénétration du mobile en Afrique, et notamment du paiement par Internet. C'est vrai, ça existe, par exemple, avec une dématérialisation de la monnaie. En revanche, peut-on assurer à des pays africains qui sont parmi les moins équipés au monde, et surtout dans le secteur numérique, avec la fracture numérique qui voit l'Afrique complètement plongée dans le noir par rapport au reste du monde, est-ce que ce type de technologie serait possible à instituer? Je ne crois pas. Donc, la crypto-monnaie me semble... Le problème est d'abord d'avoir une monnaie qui reflète une économie qui soit plus forte des pays africains. Et pour ça, ce n'est pas la crypto-monnaie qui va tout faire. Donc, je pense que c'est une chimère. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci à tous pour vos questions. Je tiens à saluer, je sais qu'il y avait une ancienne de l'Illéry qui a posé quelques questions. Je sais qu'elle est du Mali, il me semble, si je me souviens bien. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Vialet, pour votre conférence, pour votre expertise, avoir partagé votre expertise avec nous. On lira avec beaucoup d'attention votre livre qui s'intitule justement la fin du franc CFA. Merci encore.